Salut camarade. Hop, c'est qui ce Godeluro avec un air con, des cheveux courts et totalement imberbe devant ma bibliothèque? Comment ça, c'est moi? C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Bah putain, 3 ans et demi, ça change un homme. Bon, vous ne rêvez pas, je ressors bel et bien les vidéos sur la Révolution russe. Ce qui me permet du coup plusieurs choses. D'abord, expliquer pourquoi je les ai supprimées. Tout simplement parce que j'en étais pas content méthodologiquement. J'étais plus jeune, plus présomptueux, j'avais moins d'esprit critique et méthodologique qu'aujourd'hui, j'espère que ça a évolué. Et puis je me dis aussi que je n'avais pas croisé assez de sources. Même si j'avais quand même fiché les 1478 pages de référence que voici, j'avais pas non plus strictement rien glandé. D'ailleurs, si vous voulez, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo aussi, rappelez-vous. De plus, dans cette série, il y avait des choses dont j'avais pas parlé, comme par exemple l'influence anarchiste, que ce soit notamment à Kronstadt en 1918, ou encore pendant la guerre civile russe, etc., etc. Donc voilà, avec le recul, j'en étais pas satisfait, sans même parler du montage, du rythme, ou de cette tête de cul. Ah, puis il y avait un autre truc qui me saoulait légèrement. M'en prendre plein la gueule. Oui, parce que tous les jours, au moins, je me tapais un commentaire ultra long qui me disait tiens, sale petit bourgeois de droite, tu dis des conneries, tu sais pas de quoi tu parles, Lénine c'est un génie, t'as pas parlé de ça, tu dis populace, tu es quelqu'un de méprisant. » Personne à qui je répondais gentiment des pavés entiers pour initier le dialogue, pavés qu'il ne lisait pas, pavés que je devais me retaper à chaque fois que quelqu'un me redonnait ce même genre de commentaire, sans même regarder que j'avais déjà répondu à un commentaire du même type 2 jours avant. Donc à la longue, ça use, je ne vous le cache pas. Et en plus, je vais le redire une bonne fois pour toutes, oui, je fais de l'humour en parlant d'histoire, et du coup, j'en profite pour me moquer du peuple, des bourgeois, des nobles, des Russes blancs, des Russes rouges, des Turcs, des Égyptiens, des Croisés, des Occidentaux, des Sarrasins, des pirates, des Japonais, des Chinois, des Mongols, de tout le monde. Ça y est, c'est rentré? Bref, voilà, je les ressors parce que vous étiez plusieurs à les demander, puis parce qu'avec le recul, je me dis que tout n'était pas non plus à jeter. Et en plus, j'en ai profité pour faire une petite révision iconographique de tout ce qui était dedans, avec en plus de nouvelles cartes, j'ai essayé d'améliorer le rythme, etc. Et puis comme ça fait des vidéos pour cet été, pendant lequel je continuerai à écrire des vidéos pour l'année prochaine. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que ça va encore donner du grain à moudre à ceux qui s'interrogent sur mon bord politique. Mon Dieu, un islamo-gauchias qui crache sur l'histoire occidentale, mais qui dans le même temps crache sur ses petits amis les cocos. Que penser? Mon Dieu, un anticommuniste radical, sans doute un petit bourgeois facho de droite, qui critique la glorieuse révolution, mais qui dans le même temps critique aussi les croisades et vante les mérites des différentes civilisations musulmanes. Que penser? Démerdez-vous. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Autre conseil d'ailleurs, je rappelle qu'on peut être de gauche, voire d'extrême gauche, sans être pro-URSS, comme on peut être de droite, sans pour autant être fanatique des croisades ou révisionniste historique. Donc bon courage pour deviner ce que je suis. Ensuite, j'espère que maintenant que les choses sont claires et que j'ai fait amende honorable et que j'explique pourquoi ces vidéos sont à mon sens pas forcément les meilleures de la chaîne, eh bien je ne me rattraperai pas ce genre d'énormes commentaires haineux. De toute façon, si vous les faites, je n'y répondrai pas parce que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Sur ce, bon visionnage. Salut camarade. Effectivement, jamais ce terme ne paraîtra plus approprié qu'aujourd'hui. Si on cause révolution russe, vous pensez octobre, Lénine, bolchevique, communiste, Nicolas II, Anastasia, Bartok, Raspoutine, tout ce genre de choses. Alors déjà, c'est à voir. Mais il y en a eu une avant surtout, 6 mois plus tôt, la révolution de février. On n'est pas passé du dernier tsar Nicolas II à Lénine d'un seul coup. Il y a eu une transition, suffisamment majeure justement pour qu'elle permette à Lénine et ses bolcheviks de s'imposer après. Alors pour la faire courte, tandis qu'en Occident on se tapait nos révolutions industrielles, qu'on améliorait le mode de vie ouvrier et paysan, en Russie on oscillait entre Moyen-Âge et temps moderne. Les deux derniers tsars se la jouent c'était mieux avant, tandis qu'à chaque fois qu'un mec s'élève pour proposer une ou deux réformes pas trop stupides dans n'importe quel domaine, l'armée, l'église, le monde ouvrier, le monde paysan, la bureaucratie, etc., on lui dit de fermer son claque-merde. Alors le mec, à la base animé de bonnes intentions, il se radicalise et il devient un fervent opposant du régime. S'il vous plaît? Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Le très mou, très incompétent et très dernier Nicolas II, dont son propre père disait qu'il n'était pas finot, dirige donc un état qui se sclérose et se paralyse de bêtises rétrogrades,
tandis que des foules entières se tournent vers l'Occident et la modernité avec envie. Et c'est ainsi que naissent la plupart des courants révolutionnaires, influencés par la littérature, certains privilégiant l'éducation des masses, d'autres l'agitation de celle-ci, et d'autres carrément le terrorisme. Alors quand en 1904-1905 éclate la guerre contre le Nippon, et que l'armée fait preuve de sa totale incompétence parce qu'elle est trop vieillotte, ça gueule. Et quand le 9 janvier 1905, qu'on appelle le dimanche sanglant, il y a des hommes du tsar qui tirent sur une foule de pégus venus faire des suppliques à leur petit père le tsar, ça gueule 2 fois plus. Entre 1905 et 1906, des grèves ouvrières éclatent donc partout, les paysans se révoltent. Oui, slava мне господи. Et forment des républiques paysannes indépendantes, l'armée elle-même connaît ses mutineries. Alors de façon générale, l'État s'en sort en réprimant grâce à l'armée, ce qui certes maintient les ouvriers et les paysans en place, mais vu que l'armée montre elle-même des signes de ras-le-bol, ça ne va pas durer longtemps. Le tsar accorde également, pour calmer le jeu à la demande de son premier ministre, la création le 9 octobre 1905 d'une assemblée nationale élue au suffrage censitaire. Faut payer pour voter. Alors à la base il voulait refuser, mais son oncle a menacé de se faire sauter la cervelle sur le champ s'il refusait. Merci tonton, t'as sauvé le coup. Pour l'instant. Alors euphorie, liesse, joie, tout ce que vous voulez, sauf chez les révolutionnaires socialistes qui boycottent l'Assemblée. Pour les autres, il y a des partis libéraux qui se créent, à savoir les Cadietti, les octobristes, qui vont tenter de slalomer intelligemment entre contenter le peuple et pas brusquer le tsar, ce qui promet d'être coton. Parce que le tsar déjà s'arroge plein de droits et se fout de leur gueule. Il s'arroge le droit de valider leurs propositions de loi, et il répond à « Donnez-nous le pouvoir exécutif » par « On va plutôt créer une jolie serre dans une université. Ça va être bien. » Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. L'Assemblée va même être assez souvent dissoute selon les velléités du sommet, et elle ne sert plus à grand chose. Alors ajoutez à ça la guerre de 14 et tout ce que ça signifie de déconfiture prodigieuse, plus quelques crises internes, et on arrive en février 1917, avec un gros ras-le-bol ambiant. Et c'est là que les clichés russes habituels frappent, à savoir l'interdiction de vente de vodka qui fait trop de dégâts dans la population, et le froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. C'est difficile de lutter pour la culture russe quand son histoire se répand toute seule en clichés. Bref, les deux, associés au manque de ravitaillement, font qu'on peut difficilement gonfler plus la population. Et entre gueuler du pain et un nouveau gouvernement, il s'avère qu'il n'y a qu'un pas. Ainsi, dans la capitale Pietrograd, Saint-Pétersbourg, entre le 23 et le 28 février, la populace va défiler par centaines de milliers dans les rues et réclamer un nouveau gouvernement. Et les soldats en profitent pour se mutiner, ce qui fait que le mouvement va s'organiser beaucoup mieux et ils vont occuper les positions stratégiques. C'est tellement soudain que personne n'y croit. Les ministres en font part au tsar, qui est parti diriger l'armée avec son charisme légendaire, sans tout lui expliquer, ce qui fait que celui-ci leur répond logiquement de régler tout ça par la force. Ce qui est une très bonne idée, bien entendu. Alors il reste bien quelques poches de résistance, mais c'est fini. Pietrograd est aux mains des révolutionnaires. Et c'est qui le lion maintenant? On a souvent dit que tout s'était passé sans violence avec tous les chefs socialistes à la tête du mouvement, mais c'est complètement faux. On compte 1500 tués et blessés, si ce n'est 1500 tués et 6000 blessés, c'est un bordel ambiant, les soldats se sont souvent plus rebellés pour se pinter la gueule que pour la gloire de la révolution, il y a des gosses qui jouent avec des armes à feu, n'importe qui peut faire n'importe quoi, c'est une révolution. Les chefs socialistes, ils n'ont rien vu venir. Lénine disait très peu de temps avant qu'il ne verrait jamais la révolution de son vivant, et c'est pas les quelques mecs qui sont restés sur place qui vont diriger le mouvement, ils sont pas assez efficaces pour ça. Parce que les vrais chefs socialistes, que ce soit Lénine, Martov, Trotsky, etc., ils sont en exil. Puis je suis désolé, non, Trotsky, c'est juste Gandhi avec des cheveux. Les 27 et 28 février se forme le comité exécutif provisoire du Soviet des députés des ouvriers, qui deviendra bien vite le des ouvriers et soldats. Alors soviet, ça veut dire conseil, hein, c'est tout. C'est tout. Et dans ce soviet, on trouve toute l'intelligentsia révolutionnaire possible. Celle qui donc n'a jamais, ou presque, fréquenté le peuple, puisqu'il s'agit de fils de bourgeois ou de fils de nobles qui culpabilisent d'avoir eu des domestiques quand ils étaient enfants. Et puis ces mecs-là, les premiers gonzes en question, ils ont jamais été élus par les ouvriers ou les soldats, qui étaient soit pas au courant pour participer aux élections, soit trop bourrés. Toujours est-il que ce soviet, il a le contrôle sur la rue qui le respecte, ce que n'a pas le Parlement, la Douma.
Oui, souvenez-vous, il y a un parlement, il a vivoté jusqu'ici, et, à force de renouvellements successifs, il a en guise de radicaux des mecs qu'on caserait même pas dans les modérés qu'il y a dehors. Et ces parlementaires, ils flippent. Pour éviter de se faire repasser la gueule par une contre-révolution, ils vont tenter d'assurer le pouvoir, en attendant de voir comment ça évolue. Soit la révolution passe, soit elle trépasse, et dans les deux cas, ils veulent calmer le jeu. Alors, il y a un compromis qui se met en place. La Douma a le pouvoir officiel et les responsabilités, sans aucun contrôle réel de la rue, tandis que le Soviet, composé d'intellectuels plus habitués à contester qu'à diriger, a le pouvoir réel sur la rue, mais refuse les responsabilités gouvernementales, tout en ayant un grand droit de regard sur ce que fait le gouvernement. Avec ça, le système est paralysé dès le début et fera le succès de la révolution d'octobre. La Douma va donc former, avant d'élire une vraie assemblée du peuple, ce qu'on appelle le gouvernement provisoire, avec tout plein de ministres plus ou moins populaires et efficaces. Vous pouvez retenir le premier ministre, Lvov, un grand monsieur, et Kerensky, un abruti populaire qui est le seul à être à la fois au gouvernement et au soviet, ce dont il tirera profit. Et c'est aussi un excellent orateur. Ouvrières, ouvriers, camarades. Mais il y a un détail léger. Personne n'a prévenu Nikolai, qui du coup est toujours au pouvoir. Enfin, dans la forme. Le gouvernement provisoire lui envoie alors une délégation le 2 mars 1917 pour le faire abdiquer au profit de son fils ou de son frère, histoire d'avoir un monarque constitutionnel qui soit pas trop détesté par le peuple. Il accepte, de bon cœur, finalement au profit de son frère. Et la délégation revient toute contente annoncer l'avènement du nouveau tsar. Elle manque de se faire salement zigouiller. Pourquoi? Le peuple ne veut plus de tsar. Surtout que le frangin est encore plus mou que Nikolai. Alors le gouvernement provisoire n'a pas le choix. Le 3 mars 1917, Mikhail Romanov abdique à son tour dans un cahier d'écolier signé sur un pupitre pour enfants. Appuie Romanov. V'là les mectons qui se retrouvent avec le pouvoir. Sauf que ce sont pas des hommes d'État, ce sont des avocats. Alors, pour faire des petites mesures démago et emblématiques, ils sont fortiches. Mais pour régler les problèmes de fond, il n'y a plus personne. Et plus ça va, plus ça leur monte au ciboulot. Ils se prennent pour les tontons de la Révolution française. Mais pendant ce temps-là, personne ne les écoute. Et le pays sombre dans un monstrueux merdier. D'abord, les bouseux. Oui. Bože. Dès qu'ils apprennent la Révolution, ils se la jouent révoltés, même modérés. Ils ont peur d'un retour de Knut sur le coin de la gueule si jamais le tsar revient, comme en 1905. Mais une fois que c'est certain, ça part en vrille. Chacun fait sa petite commune villageoise, sa petite république paysanne, ses petites lois. Plus personne ne prête attention aux gesticulations des blaireaux en queue de pie dans la capitale, puisque ceux-ci n'ont pas moyen de faire appliquer leurs décrets. La police, il n'y en a plus. L'armée, elle est faite de paysans, qui du coup filent un coup de main à leurs potes. Ensuite, l'armée elle-même, qui combat toujours du côté des Alliés. Sauf que les soldats n'obéissent plus, refusent de se battre plus de 8 heures par jour, invitent les Allemands dans leurs lignes, veulent la paix, massacrent leurs anciens officiers, en élisent d'autres, tandis que les bolcheviks les persuadent gentiment que seuls les bourgeois du gouvernement ont intérêt à ce que la guerre continue. Et c'est pas encore fini. Il y a beaucoup de pays non russes qui voient l'occasion rêver de se tailler une indépendance, ce que le gouvernement provisoire juge impensable, comme du temps des tsars. L'empire est indivisible et il faut rien lâcher. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Mais tout le monde s'en fout, c'est un plaisir. Les Finlandais se créent un parlement et proclament l'indépendance le 23 juin, malgré quelques menaces militaires. La Pologne obtient son indépendance parce qu'on n'a pas les moyens de la récupérer. L'Ukraine se crée une assemblée et obtient beaucoup d'autonomie, etc., etc. Et pour finir, le gouvernement se compromet définitivement en essayant de jouer les médiateurs entre les ouvriers en grève et les patrons intransigeants, et du coup se fait haïr des deux camps. Alors, face à tout cet énorme sac de nœuds, le gouvernement provisoire joue à l'autruche. Le seul truc qui aurait pu le sauver et que tout le monde réclamait, c'était une véritable assemblée constituante élue au suffrage universel qui déciderait de tout. Mais les mecs étaient trop pointilleux, ils ont voulu régler tous les petits détails avant, et donc ils ont repoussé les élections jusqu'à après octobre 17. Ce qui était pas bonne magie. En quelques mois à peine, le gouvernement est détesté de tous, et le peuple réclame l'intégralité du pouvoir pour le soviet, qui lui refuse de le prendre ne sachant pas quoi en faire. C'est plus facile de critiquer que de bosser. S'il avait accepté, il n'y aurait sans doute jamais eu du RSS, mais à la place, il a préféré accepter d'entrer au gouvernement provisoire, espérant par sa seule aura lui apporter la sympathie populaire.
Et ce sera totalement le contraire. En essayant à tout prix de sauver un gouvernement bourgeois, il s'est irrémédiablement discrédité aux yeux du peuple. Et tandis que le soviet éponge, Lénine et ses bolcheviks évitent soigneusement de se joindre au gouvernement, attisent les critiques, agitent les masses et attirent tous les mécontents. Lénine disait « Pour que s'accomplisse une révolution, il n'est pas besoin de révolutionnaires. Il suffit de laisser agir les dirigeants. » Tu la sens venir la révolution d'octobre, ma gueule ?